j'aimerais bien être inclusif, mais j'ai pas le budget. Ah d'accord, mais du coup, tu fais quoi des gens qui sont d'autres continents? Tu fais quoi des gens qui sont aussi handicapés? Ouais. Tu fais quoi des gens qui sont plus âgés? Tu fais quoi des gens qui ont des natures de cheveux qui sont différentes? On parle d'un shampoing. Et en fait, tout ça, quand tu fais des coupes de coûts et que tu dois rationaliser, en fait, tu vas prendre la personne la plus représentative. Donc, elle est blanche, mais pas trop blanche. Elle est brune, mais pas trop brune. Elle est exacte, tu vois. Il faut que ce soit un mix un peu de tout. Et à la fin, avec ce coût réel, les gens qu'on voit, on n'arrive pas à s'identifier à eux. L'IA va permettre en tout cas de modifier ça. Puisqu'en fait, que tu fasses un modèle blanc, un modèle musulman, un modèle juif, noir, handicapé, grand, petit, ce que tu veux, en fait, l'IA va pouvoir tout gérer. Tu vois. Donc en fait, l'IA va représenter l'inclusivité beaucoup plus fortement. Donc en fait, moi, je pense que même c'est une opportunité sur l'inclusivité d'avoir l'IA avec nous pour justement décliner beaucoup plus les types de modèles. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du podcast Let's Go Digital du MBA MCI dédié au sujet du marketing digital. Je suis Bénédicte Mbemba, étudiante en master spécialisé marketing digital de la promotion 2024 à Da Vinci Executive Education. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous conter ma thèse, donc de vous la raconter, parce que c'est une thèse que j'ai écrite avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de courage, mais également beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incertitude, et avec beaucoup d'IA. Ne vous en faites pas, vous trouverez une part humaine dans mon écriture parce que j'ai fait attention à écrire les choses dans la manière dont je m'exprime pour arriver à créer ce lien humain, ce lien relationnel authentique que l'on a entre humains. L'IA m'a plutôt servi à brainstormer, à voir l'ensemble, en tout cas de l'étendue, en tout cas le champ visuel sur mon sujet de thèse, à approfondir certains sujets ou à éclaircir certaines notions que je ne comprenais pas. En parlant de mon sujet de thèse, le sujet c'est l'impact des avatars virtuels dans l'image de marque des startups. Ces avatars virtuels sont précisément ceux générés par l'IA, par l'intelligence artificielle. Oui, aujourd'hui c'est un peu compliqué de ne pas parler d'intelligence artificielle, tellement qu'elle change beaucoup de choses, tellement qu'elle vient booster notre quotidien, elle vient booster notre manière de travailler jusque-là. Et aujourd'hui je me disais, c'est bon, je suis prête. Mais finalement, je ressors de ma formation avec encore beaucoup de choses à apprendre parce que je dois encore me former sur l'IA et sur ses limites et comment l'utiliser à bon escient pour arriver à mettre toujours le consommateur, l'audience au centre. Et j'ai parlé d'image de marque. Pourquoi? Parce que déjà oui, plus tard, j'aimerais être brand content manager, mais surtout parce que l'image de marque, pour moi, c'est central. C'est le socle même de la stratégie d'une marque pour se différencier dans un marché qui est très concurrentiel, dans lequel elle doit arriver à être mémorable, à être authentique, à se faire comprendre sans parfois trop parler. Et l'image de marque, c'est du coup la perception qu'a l'audience envers une marque et elle se fait vivre en faisant voyager l'audience dans l'univers de la marque. Cependant, c'est très compliqué parfois de le faire, soit par manque d'idées, par manque d'inspiration, par manque d'authenticité, mais surtout par manque de budget. Parce que oui, on a beau être créatif, mais si on n'a pas suffisamment de budget pour arriver à réaliser ce projet-là, ça devient compliqué. Et c'est pour cela que je me suis penchée sur les startups. Parce que comparé aux grands groupes, les startups ont des contraintes budgétaires qui sont beaucoup moins flexibles et qui nécessitent de réfléchir à 2 fois avant de se dire « Ok, on le tente ». De mon expérience avec une entreprise familiale dans laquelle je travaille de manière bénévole, je me suis vite rendu compte qu'on avait besoin de se démarquer, qu'on avait besoin d'avoir des contenus qui sont peut-être plus vivants et comment est-ce qu'on pourrait le faire. Alors en voyant le potentiel de l'IA, en voyant le fait que l'IA peut arriver à nous permettre avec un budget réduit de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait le faire aujourd'hui, je me suis dit mais pourquoi on pourrait pas l'essayer? Mais c'est pas si simple. Sinon, tout le monde l'aurait fait et on se dirait, ok, on se lance, il n'y a pas de peur. De toute façon, le budget qui est à mettre dedans, c'est autour de 10 euros, 20 euros, 50 euros maximum peut-être. On pourrait tester et encore, il y a des outils qui sont gratuits, donc on pourrait le tester, on ne perd rien. Mais comme dans toutes choses qui ont des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés. Des côtés pour lesquels on se dit, ok, on doit y réfléchir à 2 fois. On doit essayer de se demander s'il n'y a aucun risque à prendre en utilisant cette stratégie-là.
Mais avant de parler du côté négatif, un peu de cette utilisation-là, que ce dont j'en parle aussi dans ma thèse professionnelle, j'aimerais parler d'abord des choses positives. Déjà, on peut revenir à l'introduction, à ce que Olivier Guetta a dit. Olivier Guetta, c'est pour moi ma référence en termes de génération de contenu sur LinkedIn. À chaque fois qu'il poste une photo, plutôt je parlais d'une image qu'il génère avec l'IA, qu'il a travaillé en générant avec l'IA, je suis tout le temps surprise, admirative, et ce qui me surprend le plus, c'est qu'il arrive toujours à me faire voyager. D'ailleurs, il a créé une agence qui s'appelle Elive, dans laquelle il travaille avec des marques et il essaie de les booster, de booster plutôt leur univers de marque. Et ça, pour moi, c'est un challenge qu'il réussit très bien parce que on arrive à découvrir une marque d'une différente manière. Une marque qui peut-être avait des idées, avait de l'imagination, de la créativité. Aujourd'hui, cette créativité, elle peut être réalisable parce que les budgets qui permettent à les réaliser sont réduits. Et pour argumenter la partie des budgets, je vais parler de Mathieu, qui est le PDG de Brainsonic. Voilà, le petit bug, on est quand même sûr que je suis une humaine et que c'est pas un avatar, parce qu'un avatar n'aurait pas bugué, il aurait juste dit les choses de manière hyper parfaite, on n'aurait pas été là. Mais bon, ce côté humain qu'on est, on est imparfait, même si on essaye d'être parfait, on est imparfait et on essaye de faire au mieux qu'on peut. Donc, pour revenir un peu à Mathieu de Brainsonic, j'avais posé une question lors d'un webinaire auquel j'avais assisté sur la question du budget. Est-ce que utiliser l'IA, ça serait du coup un moyen de moins dépenser, mais de faire plus? C'est-à-dire qu'avec 100 euros, par exemple, tu peux faire le même projet que au départ tu faisais pour 4 000 ou 5 000. Mais la question, c'est pas forcément dans cet angle-là. Peut-être dans cet angle-là, ça voudrait dire que maintenant on peut tout faire avec rien, avec presque rien. C'est pas forcément ça. C'est plutôt dans le sens où, avec l'étendue de créativité ou d'imagination que j'avais pour un projet, aujourd'hui je peux le faire totalement avec un budget équivalent. On parle de budget équivalent, pourquoi? Et même peut-être produire plus avec le budget équivalent. On parle de budget équivalent pour la simple raison que on a des budgets qui sont établis chaque mois. Donc avec le même budget, je peux essayer d'en faire plus, essayer d'aller plus loin dans l'imaginaire. Et le budget équivalent, c'est surtout pour mettre un parallélisme, parce que il y a toujours en fait des coûts variables, des coûts qui vont changer. Parce que aussi le fait de générer un avatar virtuel, par exemple dans le cas d'un service client, c'est encore autre chose, parce que là on fait appel à son côté interactionnel, à son côté sur lequel il va échanger, qui va traiter des données. Et d'ailleurs, en parlant du traitement de données, c'est aussi ça une question. C'est une question sur OK, je me lance, mais est-ce que ça répond à l'éthique, à l'ADN de ma marque? Parce que si dans votre marque, vous essayez de faire passer un message sur le RGPD, sur, par exemple, vous dites, voilà, l'abandon des cookies et tout ça, mais la nouvelle forme de cookie, c'est comme si elle vient s'imprégner dans l'avatar virtuel. Et finalement, votre discours, il est caduque. Et si votre discours, le public comprend qu'il est caduque, vous perdez en crédibilité. Par ailleurs aussi, pour parler de crédibilité, il y a également l'usage de l'avatar virtuel. Comment une marque peut l'utiliser? Il faut prendre en compte les attentes du consommateur, voilà, voir si votre cible déjà correspond à un profil qui peut être touché par ce genre de contenu, et également voir si ça correspond à votre secteur d'activité. Pour la technologie, il n'y a pas trop de questions à se poser parce que automatiquement on va se dire ils sont futuristes, c'est la technologie, ils sont innovants. Mais par exemple pour le secteur des entreprises dans le secteur de la cosmétique, si vous utilisez un avatar virtuel en l'intégrant dans votre campagne qui parle d'un produit, je donne par exemple l'exemple d'une crème beauté. La crème beauté, on doit avoir des résultats sur un humain. Mais quand c'est sur un avatar virtuel, même si l'avatar virtuel parle de ce produit, vous avez peut-être des risques de perdre en crédibilité parce que votre produit n'est pas parlé par des humains qu'ils ont testé. Oui, encore, il y a toujours cette question de se dire, oui, mais malgré ça, les publicités, est-ce qu'elles sont réelles? Parce qu'il y a eu des polémiques sur le fait que les publicités étaient mensongères, d'où le changement qu'il y a eu avec le brand content en intégrant le storytelling dans la vente des différents produits. Mais il y a toujours un peu une forme de manipulation quelque part. Mais avec les avatars virtuels, on a l'impression que cette manipulation, elle est accrue, elle est augmentée. Que ce soit vous ou moi devant une publicité d'une marque qui vend des produits cosmétiques,
dans lesquels on voit des avatars virtuels, on va se dire, mais ils nous prennent pour qui? Donc, l'ensemble de ces questions, l'ensemble de ces inquiétudes, l'ensemble de ces réflexions-là, en fait, justement, elles nous poussent à croire qu'on a des choses à voir, qu'on a des choses à vérifier avant de se lancer dans l'utilisation de ces avatars-là. C'est vrai, elles nous permettent de développer l'inclusion. L'inclusion, d'être assez représentatif, d'encourager la diversité culturelle. Mais comment on va l'utiliser? Au-delà de ça, il y a aussi les impacts. L'intelligence artificielle, c'est du numérique. Et déjà, le numérique sans l'intelligence artificielle est énergivore, consomme beaucoup de ressources naturelles, a un taux d'émission de CO2 qui est très très fort. Donc, la démocratisation de l'intelligence artificielle a fait que sa consommation s'est démultipliée. Donc, on ne passe plus par des acteurs réduits, c'est-à-dire aux grandes entreprises, aux grands groupes, aux entreprises technologiques. On passe même par des personnes comme vous et moi, c'est-à-dire des particuliers. Et par rapport aux milliards de personnes qu'il y a sur Terre, imaginez si au jour d'aujourd'hui, tout le monde avait la possibilité tout le monde génère par exemple un contenu vidéo ou un contenu audio avec l'IA. La consommation serait encore accrue. C'est vrai que l'IA peut nous permettre de gérer mieux nos ressources naturelles, de limiter un tout petit peu nos dépenses énergétiques, mais nous devons quand même voir ce côté où elle est énergivore. Donc, intégrer l'avatar virtuel, c'est aussi se poser ces questions-là. Est-ce que ça correspond à ma vision, à la vision que j'ai pour mon entreprise, à ce que je défends, aux valeurs que mon entreprise porte? Est-ce que ça répond à ça? C'est vrai que l'utilisation des avatars virtuels peut s'expliquer notamment en s'inscrivant dans une démarche RSE pour l'utiliser, mais d'une manière différente. Alors là, les entreprises sont invitées à l'expliquer à leur audience, à expliquer comment ils les utilisent en prenant en compte les risques environnementaux et en essayant de les minimiser. Il y a également l'impact sociétal sur nos relations de tous les jours. Si on intègre aujourd'hui des avatars virtuels, que ce soit dans la communication sur Instagram, que ce soit dans un chatbot, mais un chatbot du coup qui est un peu plus vivant, ou encore comme par exemple l'OMS qui a créé un avatar virtuel, une assistante numérique qui répond aux questions et qui accompagne les utilisateurs sur les questions liées au bien-être. Par exemple, on peut parler de dépression, on peut parler de stress, et elle nous conseille, elle nous dit quoi faire. Ces choses-là sont très bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est connecté, qui est hyper connecté d'ailleurs. Et on a besoin un peu d'avoir... on est dans l'instantanéité. On aimerait, quand on commande quelque chose, on aimerait l'avoir à l'instant T. Quand on pose une question, on aimerait qu'on ait une réponse à la seconde d'après. Même si nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, on n'est pas aussi réactif. Et dans un monde pareil, oui, l'avatar virtuel, forcément, dans un premier temps, on se dit oui, il va me permettre à répondre à ces problèmes-là, à ce manque-là qu'il y a, à ce besoin que les utilisateurs ils ont. Mais de l'autre côté, c'est se poser la question, surtout pour les startups, parce que les startups, elles ont cette qualité d'avoir une proximité avec leur audience. Un chef d'un grand groupe, il est très rarement sur les réseaux sociaux, surtout en format selfie, en train de parler, de se dire ci et ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les influenceurs humains ont permis en fait qu'on puisse se sentir un peu plus proche de la marque. Mais le gérant, le fondateur d'une entreprise, en tout cas s'il est encore vivant, il serait pas là devant une caméra en train de nous dire bonjour à tous. Alors je vous parle de mon produit qui va sortir demain. Il y a très peu de fondateurs et fondatrices d'entreprises qui le font. Alors que les startups, elles ont pas trop le choix parce que elles doivent être proches de leur audience. Et en plus, elles doivent trouver toujours des moyens de se rapprocher de l'audience, de pouvoir créer ce côté relationnel. Alors, en intégrant l'avatar virtuel, ok, il est réactif, oui, il est présent tout le temps, oui, il peut répondre de manière un peu plus parfaite, plus cadrée à des questions précises qui sont demandées, parce que leur intégration ne casse pas le lien que je crée avec mon audience, que je veux créer avec mon audience. Et bien entendu, toujours sur le plan sociétal, il y a la peur, on a tous, qu'on soit dans le marketing ou pas, c'est de se dire mon métier, qu'est-ce qui se passe avec mon métier? Est-ce que je le perds? Est-ce que je le perds pas? Ces mêmes questions ont été posées quand il y a eu les différentes révolutions technologiques, par exemple l'apparition de l'ordinateur, l'apparition d'Internet. En tout cas, il y a toujours eu des réflexions là-dessus. Est-ce que je perds mon travail ou pas du tout?
Mais à ces questions-là, si ça dépend des différents tâches, ça dépend de beaucoup de paramètres que je développe aussi un tout petit peu dans ma thèse, et de voir en fait que les avatars virtuels, oui, elles ont des fonctionnalités, mais ces fonctionnalités-là sont limitées. Et par la suite, il y a aussi l'impact sur le plan juridique. Du coup, ok, je crée un avatar virtuel par exemple pour ma marque. Est-ce que j'ai un droit dessus? Qu'est-ce que le droit dit par rapport à ça? C'est vrai que le droit est assez latent concernant les technologies. La technologie avance tellement vite que la loi n'a pas la même rapidité, n'a pas la même vitesse pour avancer de la même manière. Alors on se pose plein de questions. Ok, je vais créer un avatar virtuel qui sera maintenant mon identité visuelle. Mais comment je fais pour la protéger? Est-ce que la loi française me permet aujourd'hui de protéger un avatar virtuel? Toutes ces questions-là, c'est normal de se les poser, et il faudrait se les poser. Parce que l'idée de créer un avatar virtuel, c'est juste pas pour faire beau, pour attirer, mais c'est pour arriver, en fait, à avoir comme une mascotte, comme une identité visuelle comparable à un logo qui pourrait faire en sorte que on est facilement identifiable. Quand on voit cet avatar virtuel-là, on pense à votre marque. Et on pense à votre marque de manière positive, surtout. Donc, toutes ces questions-là sont discutées dans ma thèse, et c'est aussi de voir quelles sont leurs limites, entre autres, des avatars virtuels. Est-ce qu'elle correspond à mon marché? Elle correspond à ma cible? Elle correspond à mon secteur d'activité, comme je l'ai dit un peu plus tôt? Et donc, c'est vraiment de prendre en compte ces différentes questions, ces différentes notions, de savoir comment les intégrer de manière efficace et efficiente pour créer un univers de marque qui sera renforcé, qui sera augmenté grâce à l'IA. Alors moi, je vous donne rendez-vous au mois d'août pour lire ma thèse professionnelle, pour voir ma réflexion là-dessus et aussi en discuter sur LinkedIn principalement. Mais vous aurez aussi l'occasion probablement d'avoir mon adresse mail pour avoir l'occasion d'en discuter en long et en large. Je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast. Et j'espère en faire d'autres. Là, c'est un exercice donc de l'école. Donc, j'espère en faire d'autres. Si vous avez bien sûr aimé, n'hésitez pas de le me dire. Et je vous dis bien de bonnes choses à vous. Et surtout, n'oubliez pas que l'IA n'est rien sans l'humain et que l'humain est au centre de toutes les relations de proximité, spontanée, toutes les belles choses que l'on peut se partager les uns aux autres, ce côté émotionnel, ce côté empathique que l'IA ne peut pas. Elle peut être entraînée pour l'être, mais elle peut pas être comme l'humain. N'oublions pas que c'est une technologie et que nous sommes humains, nous avons une âme et un cœur. Alors, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous et let's go digital!